Le 15 août 1947, l'Inde britannique a obtenu son indépendance. Le principal leader du mouvement d'indépendance de l'Inde était le Mahatma Gandhi. Son principe était la non-violence. La philosophie de la lutte non-violente, Satyagraha, a montré son incroyable efficacité. Après tout, la puissance économique et militaire de l'Empire britannique dépassait de loin celle de l'Inde. Alors comment les hindous ont-ils réussi à faire valoir leur droit à l'indépendance? Gandhi a d'abord fait appel aux gens ordinaires, qui supportaient tous les fardeaux de la vie. Il leur a suggéré de faire valoir leurs droits, en vertu de la loi, par des moyens pacifiques uniquement. Ces idées ont réussi, parce que les gens ordinaires, dans leur grande masse l'ont soutenu. Gandhi a appelé à une campagne de désobéissance civile, refusé de coopérer avec les autorités britanniques, d'acheter des produits britanniques, ou de payer des taxes au trésor public. Il a constamment attiré l'attention des gens sur le fait que les Britanniques étaient venus en Inde, en tant que marchands, sur les navires de la Compagnie des Indes orientales pour se faire de l'argent. Et il était sûr que les Britanniques partiraient, dès qu'il ne serait plus rentable pour eux, de rester en Inde. Le Mahatma a essayé de donner à chacune de ses actions un large profil public. Gandhi rêvait d'un pays de gens heureux et égaux, vivant sans excès, où la production artisanale manuelle serait le pilier. Le symbole de son programme économique était le rouet, sur lequel le Mahatma lui-même travaillait chaque jour. Il était convaincu qu'un tel rouet permettrait à chaque famille de gagner assez pour du riz et des naans, et sauverait l'Inde du chômage. Gandhi a enseigné que l'absence de progrès technologique n'est pas du tout une preuve d'infériorité d'une nation. Le point n'est pas dans le fait que nous ne savions pas inventer des machines, mais nos ancêtres savaient que si nous suivions cette voie, que nous allions devenir des esclaves et perdre le sens moral. Après le temps de réflexion nécessaire, ils ont décidé que nous ne devions faire que ce que nous pouvons faire, de nos propres mains et pieds, et de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ils ont vu que les épées des rois perdaient contre l'épée de la morale, et ils ont donc placé les rois terrestres au-dessous des sages et des ascètes. À la suite de ces protestations pacifiques, et du boycott de l'achat de produits britanniques, la couronne anglaise a perdu le bénéfice pour lequel elle avait colonisé l'Inde. Ayant perdu le bénéfice, les colonisateurs ont décidé de quitter l'Inde. Cela montre leur attitude purement consumériste à l'égard du pays. Pressés de se débarrasser de ces territoires, les dirigeants britanniques ont décidé de diviser l'Inde britannique en deux pays. De nombreux facteurs importants ont été oubliés lors du traçage de la frontière. Avant tout, les souhaits du Congrès national indien et de la Ligue musulmane n'ont pas été pris en compte. Bien qu'il soit presque impossible de satisfaire les deux, les erreurs commises lors de la délimitation étaient trop grossières. Pourquoi les diplomates britanniques, qui avaient une si grande expérience des négociations et une si bonne connaissance de la mentalité locale, n'ont-ils pas tenu compte de ces nuances, ou tout cela a-t-il été fait délibérément? Ainsi, les régions habitées par les hindous et les bouddhistes ont été cédées au Pakistan. L'Inde, quant à elle, a pris le contrôle des zones musulmanes. En outre, l'importante population sikh, qui s'est trouvée des deux côtés des barricades, a réclamé un État indépendant qui lui soit propre. Une fois les frontières des pays nouvellement établis fixées, le processus de réinstallation a commencé pour de bon. Les gens migraient sans cesse d'un État à l'autre, et il semblait que le conflit allait ainsi se tarir. Au Cachemire, cependant, la situation n'a fait qu'empirer. L'écrasante majorité de la population était musulmane. En même temps, le Maharaja était un hindou. L'indépendance de l'Inde britannique a entraîné l'éclatement du pays en deux parties, l'Inde et le Pakistan, selon des critères religieux, et le massacre hindou-musulman a commencé. Des millions de personnes ont fui dans différentes directions, par peur de se retrouver dans un pays étranger. Plus d'un demi-million de personnes ont été tuées, selon diverses sources, plusieurs millions ont été blessés, violés, et laissés sans abri. Aucun pays dans l'histoire moderne n'a connu une rupture aussi sanglante. Gandhi a été horrifié de voir tout ce en quoi il avait cru s'effondrer sous ses yeux. L'Inde imaginaire de ses rêves s'est avéré être un mythe, tout le monde a immédiatement oublié la lutte non violente, et une violence terrifiante régnait dans les rues. Les autorités du nouveau pays ont dû supplier les Britanniques sur le départ de leur fournir des soldats pour les aider à gérer l'agitation. Gandhi a refusé d'assister à la cérémonie d'indépendance à Delhi à minuit le 15 août. Lorsque le premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, a hissé le drapeau de l'Inde indépendante, Gandhi a parcouru le pays pour tenter de mettre fin à la violence, puis a entamé une grève de la faim jusqu'à ce que la folie soit terminée. Ces activités pacifistes ont irrité les radicaux. Lorsque l'entourage de Gandhi l'a persuadé de recommencer à manger, il a commencé à aller vers les personnes qui se tenaient habituellement devant sa maison.
Le 30 janvier 1948, comme d'habitude, Mahatma s'est dirigé vers la foule, puis un homme s'est rapidement approché de lui, et lui a tiré 3 balles à bout portant. Le tueur, nommé Nathuram Godse, s'est avéré être un membre du groupe hindou, Mahasabha. L'Inde a commencé à développer une production industrielle à grande échelle, en oubliant le rouet. Elle a créé une bombe atomique, que Gandhi considérait comme une arme de l'enfer. Il ne pouvait même pas imaginer que les Indiens commenceraient à la développer. La stratification sociale et les préjugés sur les castes n'ont pas disparu, il n'y a aucune Sarvodaya en Inde. Il reste du Mahatma que des statues, dans les places publiques et dans les pages de manuels d'histoire. Bien sûr, le rôle de Gandhi dans le mouvement de libération nationale est énorme, mais il n'aurait rien pu faire sans l'énorme soutien du peuple. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Quelles leçons pouvons-nous donc tirer de ces événements ? La victoire sur le format consumériste de la société n'est possible que lorsque la majorité des gens veulent vivre dans une société créatrice. Cela ne peut se faire que dans un seul pays. Parce que tous les pays sont liés politiquement et économiquement. L'erreur de Gandhi a été de concentrer ses activités à l'intérieur du pays et de ne pas prendre en compte les opportunités des grands acteurs géopolitiques qui soutiennent le format consumériste de la société. Si l'on veut changer le format de la société, il faut que ce soit à l'échelle mondiale, et que ce soit fait par les gens eux-mêmes. Cela doit se faire par étapes, et uniquement de manière pacifique. Il est également important de comprendre que la création d'une société créatrice n'implique pas le rejet de la technologie et le respect de l'ascétisme. Au contraire, une société créatrice est une société de technologie moderne et avancée, et d'abondance pour tous et pour chacun. C'est une société d'égalité des droits et des chances, où la vie humaine est la valeur la plus importante. Nous pouvons faire ce choix. Après tout, le droit de choisir est un droit sacré qui est donné à chaque personne. Il faut se rappeler que tous les changements dans la société commencent par l'individu et ses choix. Et tout le monde le fait, car se détourner des problèmes et ne pas faire de choix est aussi un choix. Résoudre le problème pour un pays est une bonne chose. Mais aujourd'hui, l'humanité tout entière a un seul ennemi, le format consumériste de la société. Selon toutes les traditions religieuses, nous, les êtres humains, nous nous trouvons tous au croisement, à un moment de choix global, pour l'être humain et toute l'humanité. La vie de chacun, ainsi que la vie de toute l'humanité, dépendent du choix de chacun. Que faut-il faire ? Décidez vous-même dans quel genre de monde vous voulez vivre. L'heure est venue pour l'humanité de s'unir.